Bonsoir à tous, bienvenue ce soir à ce webinaire intitulé L'importance de la communication pour une prise en soin plus efficiente, vision comparée avec le transport aérien. Je m'appelle Priscilla Huette et je suis cadre pédagogique au sein du CHEM. Nous avons la chance ce soir d'avoir comme experts Massi Rostam et Julien Abidoussen. Ce webinaire vous est proposé ce soir par le CHEM, le Collège des hautes études en médecine. Nous sommes une association qui a été fondée par des médecins généralistes en 1988 qui ont souhaité proposer à leurs confrères de la formation continue. Depuis, le CHEM s'est déployé en intégrant d'autres professions comme les infirmiers, les pharmaciens, les podologues, les kinésithérapeutes et les sages-femmes, pour proposer des thématiques cœur de métier au plus proche de vos besoins. Le CHEM propose des formations en présentiel sur toute la France, mais également des e-learning et des classes virtuelles. Nous avons également, depuis quelques années maintenant, ouvert l'école des assistants médicaux, formation qu'on propose en Bretagne, en Normandie et en Hauts-de-France. Alors, pour que ce soir, cette soirée soit la plus interactive possible, vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet « Chatter » et de rédiger vos questions. Je les poserai au fur et à mesure de l'intervention de nos experts. On fera des petites pauses qui sera l'occasion de répondre. Ça permettra à Julien et à Massi de répondre à vos questions. Maintenant, je vais leur laisser la parole. Ils vont débuter leur présentation et se présenter. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation ce soir. Massi et moi, on est ravis, très contents d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui nous intéresse particulièrement, la communication. J'ai un petit écho, je vais couper ça, ce sera mieux. Voilà. La communication en situation de prise en charge de patients. L'idée, c'est vraiment et ça va être vraiment le fil rouge de la soirée et de cette discussion qui va nous amener, qui va nous prendre à peu près 1 heure, c'est de réaliser un regard croisé entre 2 secteurs d'activité qui ont de nombreux points communs et on y reviendra au cours de la discussion, qui sont la santé, bien sûr, et le secteur du transport aérien. Alors, bien sûr, on n'a qu'1 heure de discussion devant nous, 1 heure, 1 heure et demie, ce qui nous permettra seulement d'effleurer certains concepts qui seront repris plus en détail, plus en profondeur au cours d'une formation qui dure 1 journée, d'un format d'1 journée. Et l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de pouvoir situer la discussion, situer la comparaison, effleurer, toucher du doigt certaines bonnes pratiques du secteur du transport aérien et pouvoir en discuter tous ensemble. Donc, on propose ce soir avec Massi une discussion en 3 temps. Une première partie un peu introductive où Massi et moi aurons l'occasion de nous présenter notre parcours, vous parler de la naissance de notre projet qui consiste à diffuser sur cette vision croisée entre 2 secteurs d'activité aux nombreux points communs. On parlera un peu aussi de la formation, de ses objectifs, avant d'attaquer cette deuxième partie, le cœur du réacteur, si je puis dire, qui est ce regard entre 2 secteurs d'activité, une discussion sans rentrer trop dans des détails théoriques, mais des discussions autour de la communication et surtout pouvoir recenser un certain nombre de cas concrets où la communication a été problématique et pouvoir les mettre en parallèle avec des pratiques du secteur du transport aérien pour essayer de mitiguer, de remédier à ces écueils de communication. Et le 3e temps, assez classiquement, ce sera un temps de conclusion où on pourra s'interroger sur comment intégrer, adapter certaines de ces bonnes pratiques dans sa pratique du quotidien. Alors, je vais voler la politesse à Massi et commencer par me présenter avant de lui laisser la parole. Comme Priscilla l'a mentionné, je m'appelle Julien Abidoussen. J'ai une formation de pilote de ligne que j'ai réalisée à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. J'ai aussi un background d'une école de commerce avec une formation en management et en stratégie d'entreprise. Je suis actuellement pilote de ligne long courrier. Avant ça, j'étais pilote de ligne moyen courrier à Air France. J'ai également une casquette de coach animateur en facteurs humains et en CRM, le Crew Resource Management. C'est une dimension très importante du métier de pilote et des métiers du transport aérien.
L'idée, c'est de pouvoir, à travers la pratique de facteurs humains, dont la communication en est un élément important, développer les synergies humaines pour aider à construire, fabriquer davantage de sécurité des vols, pour développer la sécurité, maintenir la sécurité d'abord à un haut standard et la développer encore davantage. Et je suis également associé fondateur d'un cabinet de conseil en management, principalement positionné sur les secteurs du transport, de la défense et de l'énergie. Bonsoir à tous, Rostam Massi. Donc, moi, je suis médecin généraliste. Je suis installé à SOS Médecins SOS Médecins Rennes depuis 2019. Donc, pour ma formation, j'ai fait mes études à Rennes jusqu'à la fin de l'externat, et ensuite, je suis allé sur la région de Nice pour faire l'internat, où j'ai passé un DU d'initiation à la médecine d'urgence et où j'ai commencé à remplacer à SOS Médecins Fréjus. Donc, je suis également maître de stage, c'est-à-dire que je reçois des internes, des externes depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement de SOS Médecins parce que ça va nous intéresser pour la suite de cette discussion, formation. Donc, SOS Médecins, c'est une association de médecins libéraux, généralistes pour la plupart et quelques urgentistes. Donc, à Rennes, nous, on est 18. Et donc, c'est un service continu, c'est-à-dire que ça marche 24/24, 7 jours sur 7. On a une interconnexion au SAMU, c'est-à-dire que nos standardistes peuvent être appelés directement par les patients, et dès qu'il y a un motif urgent, comme par exemple une douleur thoracique, ou dès que dans l'interrogatoire il y a une notion d'urgence, il y a des protocoles, et du coup les patients sont réorientés directement avec un médecin régulateur du SAMU. Et vice versa, dès qu'il y a dès que le médecin régulateur juge qu'une visite nécessite l'intervention des SOS médecins, ils peuvent nous l'attribuer directement. Donc, nous, les patients qu'on voit, c'est toutes les urgences, mais les urgences, normalement, en théorie, non vitales. Okay. Donc, voilà pour moi, je laisse la parole à Julien. Et pour l'anecdote, Mathie et moi, on se connaît depuis plus de 20 ans. On était au collège ensemble à Rennes. Et bien sûr, notre amitié est aussi à l'origine de notre intervention aujourd'hui et de notre projet. Depuis qu'on est étudiant, moi en tant qu'étudiant pilote de ligne et Mathie étudiant en médecine, et depuis qu'on exerce en tant que professionnel, on discute souvent des situations qu'on rencontre au quotidien, que ce soit avec nos collègues, des patients, des passagers, etc., des situations professionnelles ou des événements un peu plus compliqués, etc. Et d'un point de vue facteurs humains, on se rend compte qu'il y a de nombreuses similitudes et similarités entre nos deux secteurs. D'abord, bien sûr, des situations d'urgence avec une notion de pression temporelle, et aussi une notion où on sait que les décisions, les actes, les actions des acteurs de la santé, des acteurs du transport aérien peuvent vite avoir des conséquences importantes pour les patients d'un côté, pour les passagers de l'autre. Et on a pu souvent discuter et se retrouver autour de situations où on se dit que tiens, la communication est en jeu, le comportement, la prise de décision, la conscience de la situation, les biais cognitifs divers et variés. Et on a souvent fait des comparaisons entre tiens, nous on les traite plutôt comme ça, nous on fait comme ci, nous on fait comme ça. Et on se disait déjà à l'époque que ce serait intéressant de pouvoir partager cette vision, ce regard croisé. Et récemment, Mathie a traversé, a rencontré, a vécu un événement qui a accéléré notre projet, et maintenant Mathie va pouvoir vous le partager. Alors, pour vous présenter ce
ce cas qui m'a beaucoup marqué, c'était une visite à domicile en septembre 2022. Donc c'était un appel qui était passé directement par notre standard, donc pas par le SAMU. C'était pour une patiente de 73 ans qui avait pas d'antécédent particulier à part un cancer du sein, mais qui était en rémission. Une patiente complètement autonome, et le motif c'était des vomissements. Il faut savoir que nos standardistes ont la possibilité de mettre les visites selon 3 degrés d'urgence, et là c'était le degré le moins urgent. Donc la visite se déroule au centre-ville de Rennes. C'est le mari qui me reçoit. La patiente est allongée dans son lit, un peu pâle parce qu'elle elle venait de vomir. Et l'histoire, c'est qu'en fait, ils s'étaient partis à la mer tous les deux par une journée ensoleillée, très chaude. Et ils avaient commencé par se baigner, tout allait bien, et ensuite ils avaient décidé de faire une balade. Et pendant la promenade, la patiente a commencé à ressentir des douleurs abdominales, des nausées, des céphalées qu'elle décrit inhabituelles, mais d'installation très progressive. Et en fait, pendant le trajet du retour en voiture, elle rapporte une douleur thoracique avec une irradiation dans le dos, mais qui a duré que quelques minutes. Et ensuite, il y avait que les douleurs, enfin les symptômes digestifs. Au niveau de la clinique, j'avais des bonnes constantes. Une tension qui était un petit peu élevée, mais qui n'était pas alarmant dans le contexte de douleur. Un électro qui était sans particularité. L'examen neurologique était très bien aussi, et la dame faisait même un peu d'humour. Elle dédramatisait beaucoup la situation. Au vu de la pâleur, de la fatigue, j'ai quand même préféré l'hospitaliser. Mais vu qu'il n'y avait aucun degré d'urgence, j'ai appelé des ambulances privées qui m'ont donné un délai de 30 minutes, qui est tout à fait correct. Et en fait, pendant que j'écrivais la lettre pour l'hospitalisation, j'entends le mari qui crie à côté, et la patiente faisait un malaise avec perte de connaissance, les yeux révulsés, et pendant quelques instants, j'ai eu l'impression qu'elle respirait plus, qu'elle avait plus de pouls, qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Mais très vite, elle est revenue à elle. Donc j'étais un peu en panique. Et donc j'ai repris les constantes, tout ça, tout était à peu près pareil. Donc le mari était très paniqué aussi, et au vu du malaise, j'ai préféré appeler le SAMU pour avoir un deuxième avis, peut-être changer de mode de transport. Donc en appelant le 15, je tombe sur au départ, j'ai l'assistant de régulation médicale qui prend les informations administratives, et ensuite j'ai le médecin régulateur qui était très froid au téléphone. Moi, je me suis présenté, il s'est pas du tout, lui, il s'est pas présenté, donc j'ai commencé directement à décrire mon cas. Donc effectivement, j'étais sans doute très brouillon parce que c'était pas clair dans ma tête, je savais pas comment m'orienter, et puis ce malaise avec cette impression d'arrêt qui m'a mis dans un état de stress. Donc pendant que je décrivais la situation, il l'approuvait pas, j'entendais pas de OK, d'accord, il y avait pas de questions, et à un moment je l'ai même entendu. J'avais l'impression qu'il parlait à quelqu'un d'autre, et il lui disait mais qu'est-ce qu'il me raconte, je comprends pas grand-chose. Il y avait tout pour mettre mal à l'aise, quoi. Donc à la fin de la description, je m'attendais à ce qu'il me pose des questions, qu'il m'aiguille un petit peu, et en fait la première chose qu'il a dit, c'est mais pourquoi vous avez appelé une ambulance privée? En fait, j'ai pas compris la question, parce que vu que l'appel était passé
par notre standard. On avait l'habitude d'appeler des ambulances privées et ils étaient au courant, donc je comprenais pas très bien la question. Donc je leur explique que l'appel était passé directement par nous et je trouvais ça un peu hors sujet, quoi. Donc pour mon cas, ils m'aident pas beaucoup. Il est très froid. Il me dit bon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas grand-chose. De quoi se plaint votre patiente? Bah, je dis là, c'est surtout digestif, mais elle rapporte quand même cette douleur thoracique. Il y a ce malaise. Je sais pas ce qu'elle fait, mais je le sens pas, quoi. Et elle me dit bon, c'est un malaise vagal sur les douleurs abdominales. Donc ok pour l'ambulance et il raccroche. Donc je vois que j'ai mis le haut-parleur, donc le mari il a entendu la discussion, il était un peu stupéfait de cette discussion et donc je décide j'appelle l'ambulance privée pour annuler en leur disant qu'au SAMU c'est eux qui allaient envoyer l'ambulance. Heureusement l'activité était très calme, donc je reste un peu avec la patiente 20 minutes, une demi-heure. Il se passe pas grand-chose. Elle est dans le même cas. Elle refait pas de malaise. Je reprends les constantes. Tout était identique. Donc je décide de partir. Je reste un petit peu dans la voiture, encore un quart d'heure, et je vois toujours pas de l'ambulance. Donc je refais un petit peu le film de la discussion. Et en fait, je me rends compte que peut-être on s'est mal compris. Et effectivement, en rappelant le SAMU, l'ARM me dit que l'ambulance a jamais été déclenchée. Donc je leur dis que moi j'ai annulé l'ambulance privée, qu'il faut appeler la patiente, qu'il faut rapidement envoyer l'ambulance parce qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc je rentre chez moi comme ça, pas du tout content. Et dès 8 heures du matin le lendemain, je décide de rappeler le mari qui me dit qu'en fait c'était une dissection aortique et que sa femme est dans un état critique parce qu'elle n'est pas opérable. Et quelques jours plus tard, en rappelant le CHU, j'apprends qu'elle est décédée dans la matinée. Donc cette situation m'a beaucoup marqué parce que je me suis senti démuni et que j'étais pas du tout satisfait de la prise en charge. Il y a eu une perte de temps qui pouvait être facilement évitée et en fait je me suis rendu compte que au niveau communication on n'avait pas beaucoup d'outils et pendant notre formation initiale on n'a pas eu de cours sur la communication, peut-être un cours sur la communication avec le patient, mais jamais sur la communication entre les professionnels de santé. Et pareil dans les formations continues, j'ai jamais eu de formation là-dessus. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. J'en ai parlé à Julien et c'est ça qui a accéléré notre démarche. Exactement. Et donc, c'est ce que mentionne Massy, hein. L'idée, c'est, fort de cet événement et de nos discussions, on s'est dit qu'il fallait et que ça allait être intéressant de pouvoir monter une formation. On a commencé par discuter avec des collègues autour de Massy, des SOS médecins, et puis on a vu que les échanges étaient intéressants et intéressaient. Donc, on s'est décidé à réaliser une formation sur le sujet. Donc, c'est la formation d'une journée et on y reviendra un peu plus en détail à la fin de ce webinaire. Le principe, hein, c'est ce qu'on a exposé, c'est pouvoir s'appuyer sur nos deux profils différents, un médecin, SOS médecin Massy, moi, un pilote de ligne et un acteur du transport aérien pour pouvoir partager, apporter un regard croisé. L'idée, c'est de pouvoir établir des passerelles, capitaliser sur nos expériences et nos compétences. Parler des facteurs humains, c'est vraiment l'angle de notre approche et la communication en particulier. Et l'idée, c'est de pouvoir être concret, pouvoir partager des outils qui puissent être
utiliser et actionner dans le quotidien de tout un chacun. Alors, la formation sur un format d'une journée, bien sûr, aujourd'hui, la partie théorie, on l'effleurera à peine, mais ce sera bien présent dans ce format d'une journée avec de la théorie sur la prise en charge de la douleur thoracique. Massy en dira un mot tout à l'heure, et sur la communication également. Il y a un aspect qu'on veut et qu'on espère être original, c'est qu'on propose dans cette formation une étude de cas. Et cette étude de cas, elle prend la forme d'écoute de bande audio. C'est une pratique, et on y reviendra un peu plus tard, très utilisée dans l'aérien, qui permet de bien comprendre et de mieux comprendre un événement, un accident, le décortiquer pour en tirer des bonnes pratiques, des nouvelles normes, des nouvelles régulations, des modifications éventuellement quand c'est pertinent. Et on a une écoute de bande pour un cas dans l'aéronautique, mais également un cas dans le médical. Bien sûr, une discussion autour des bonnes pratiques du secteur de l'aérien, mais aussi les bonnes pratiques dans la prise en charge des douleurs thoraciques. Et une fois qu'on a abordé les bonnes pratiques, pour se les approprier, rien de mieux que un ou des jeux de rôle pour pouvoir utiliser ces outils et les mettre en pratique tout de suite. Et bien sûr, hein, l'idée, c'est pas de se dire tiens, dans ce secteur, ils font mieux que dans ce secteur. C'est pas du tout une position de donneur de leçons. C'est plutôt une position de s'ouvrir à d'autres pratiques qui sont évidemment pas transposables en l'état, puisque chaque secteur d'activité, que ce soit le médical ou le transport aérien, a des spécificités et malgré des similitudes, aussi beaucoup de différences. L'idée, c'est plutôt d'être sensibilisé à ce qui se fait ailleurs et être invité à se dire, bah tiens, ça, c'est peut-être adaptable, pas transposable directement, mais adaptable. Moi, je pourrais le faire comme ça. Moi, cette idée, je la trouve intéressante. Je jette ça, je retiens ça, et je peux intégrer ça dans ma pratique et dans ce que je fais un peu au quotidien. Voilà, c'est un peu l'idée de notre démarche. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième partie de notre discussion avec une vision un peu plus précise et un peu plus détaillée sur des cas réels qui se sont produits. Et je laisse la parole à Massy pour cette première slide de vision comparée de différents secteurs d'activité. Et donc, sur cette diapo, on peut voir une modélisation tirée des travaux de René Amalberti, qui est un médecin militaire de formation, prof de physiologie, qui est également un conseiller en sécurité des patients à la HAS. Et en fait, au fur et à mesure de ses travaux, il s'est vraiment spécialisé dans la sécurité des secteurs dits à risque. Sur le schéma, il y a en fait, on peut voir le risque d'accident en fonction du secteur d'activité. Donc, ça permet d'avoir un regard croisé entre différents secteurs. Ce qui est frappant pour le domaine médical, c'est qu'il y a une grande variation en fonction de la spécialité. Et par exemple, la transfusion est un domaine très sûr grâce au protocole standardisé de l'hémovigilance qui ont été mis en place dès 1994 et au fait que chaque événement indésirable, chaque accident est rapporté et on essaie constamment d'améliorer les choses. En ce qui concerne la chirurgie, il y a eu une véritable prise de conscience grâce à une étude menée aux États-Unis en 1999 par l'Institute of Medicine. Et en fait, ce rapport estimait que les erreurs de coordination, de communication, donc que des facteurs humains, étaient responsables d'environ 100 000 morts aux États-Unis, que ça se passait la plupart du temps dans les blocs opératoires. Donc, il y a eu des investissements importants pour essayer d'améliorer les choses.
Et dans les années 2010, il y a d'autres études qui ont montré une diminution de la mortalité en périopératoire, et ce grâce notamment aux procédures, aux protocoles comme les checklists qui sont inspirés directement du monde de l'aérien et du CRM dont nous a parlé Julien en présentation. Enfin, en ce qui concerne les urgences, par nature et puis par la grande variabilité des situations qu'on rencontre, c'est forcément un domaine qui est beaucoup moins sûr. Mais avec Julien, on est convaincu qu'il y a beaucoup de progrès à faire, notamment en termes de coordination, de coopération entre les professionnels de santé, parce que là, c'est constamment présent dans la prise en charge des urgences. Et donc, Mathia a parlé de la médecine, je vais parler un peu du transport aérien sur ce graphique. Bon, au-delà des chiffres qui permettent un peu de positionner différents secteurs d'activité, on voit qu'il y a des industries et intuitivement, on se dit bien qu'elles sont sur la médecine, le transport aérien, l'industrie nucléaire et d'autres. On se dit que le risque d'accident est un peu plus élevé, la sécurité routière, l'alpinisme de haute montagne, ça choque personne de se dire que c'est un peu plus risqué que l'industrie nucléaire. La vision qu'il faut avoir, c'est bien de se dire que c'est une vision systémique et que quand on est sur des niveaux de risque d'accident de 10-5, 10-6, 10-7, on est sur des industries qui sont très sûres en tant que système et que aller chercher davantage de sécurité, se déplacer d'un 10-5 vers un 10-6, c'est pas une chose qui est aisée. Et la sécurité de l'aviation civile, elle se fait de manière systémique, c'est-à-dire à tous les niveaux des parties prenantes, que ce soit la maintenance, les process, les pilotes, les contrôleurs aériens, la régulation, et que cette vision, elle n'est pas locale, nationale, mais elle est bien régulée, normée de manière internationale pour imposer des standards. L'aviation civile, sans surprise, c'est probablement la plus encadrée, la plus régulée, la plus normée. Et donc, c'est la performance en termes de sécurité qu'on retrouve à 10-6. Et l'aviation légère, ce sont les petits avions dans les aéroclubs où on n'a pas les mêmes standards de maintenance des avions, de formation des acteurs, de contrôle aérien, etc., de process, de procédures. Et donc, là, le niveau de sécurité, la survenance d'accidents est plus fréquente que l'aviation civile. Et donc, nous, dans notre objectif, l'idée ici, c'est de partager, on est à notre échelle des individus, des participants, des parties prenantes de ces secteurs d'activité, et on essaye de partager des bonnes pratiques, mais on est bien conscient que pour faire évoluer les choses de manière systémique et avancer vers davantage de sécurité, il faut aussi associer ces actions individuelles à des normes, des règles, des régulations, des développements de nouveaux standards. Et bien sûr, ça en passera par là pour tranquillement et gentiment passer ces secteurs d'activité un peu plus vers la droite de la frise. Alors, c'est parce qu'on n'a bien sûr pas le temps sur un webinaire, mais on souhaitait quand même en parler parce que c'est au cœur de la formation qu'on propose d'une journée. Ce sont ces études de cas, ces bandes audio. L'écoute de bande, c'est quelque chose de très courant dans l'aérien et c'est un outil de formation, notamment pour les pilotes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le transport aérien, tout événement non nominal qui ne s'est pas passé comme ça devait se passer par des procédures est étudié, renseigné, analysé, partagé. Vraiment, il y a un vrai travail sur la diffusion des événements pour essayer de partager cette conscience commune du risque et d'en tirer des mesures, de mettre en face de ces événements des nouvelles bonnes pratiques. Et il y a en particulier des organismes étatiques. En France, on a le BEA, le Bureau Enquête Analyse. Aux États-Unis, ça s'appelle le NTSB, National Transportation Safety Board. Quand il y a un incident ou un accident, donc personne blessée ou décédée, qui prennent en charge l'enquête, l'analyse de ces événements, qui mènent un travail qui vont aller chercher les boîtes noires, les enregistrements,
qui vont interviewer les parties prenantes, les protagonistes, qui reconstituent l'histoire de manière la plus factuelle possible, humaine, technique, circonstancielle, etc. Et qui, à la fin de leur rapport, proposent aussi des recommandations pour que ça ne se reproduise pas. C'est l'idée. Et donc, nous, on a choisi un accident qui s'est déroulé dans les années 90 sur un vol Avianca 052. Avianca, c'est une compagnie sud-américaine, sur un vol de Medellín à JFK. Le contexte, c'est deux pilotes à bord avec des profils très différents, une météo qui se dégrade sur la côte est, plus beaucoup de carburant dans l'avion et surtout, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, une situation de communication très dégradée à plusieurs endroits. D'abord dans le cockpit entre les pilotes, mais aussi, et peut-être même surtout, entre les pilotes et les contrôleurs aériens de New York. Et donc, cette écoute de bande, elle permet de… Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle permet déjà de se mettre à la place de ceux qui ont vécu cet événement, de mieux comprendre d'un point de vue facteurs humains tout ce qui a pu se passer et de pouvoir en tirer des conclusions. Et donc, c'est voilà, une approche qu'on a choisi de mettre en avant et qui nous semble intéressante. Et je laisse Massy présenter l'étude de cas, le cas qu'on propose pour la partie médicale. Alors, la bande audio médicale qu'on va écouter sur cette journée de formation, c'est un cas qui a été vécu par un collègue à SOS Médecins. Et ça se passait pendant le deuxième confinement, donc une période très tendue pour l'ensemble des professionnels de santé, pour le SAMU, pour les urgences, les hôpitaux. Et en fait, c'était un patient de 36 ans qui avait comme seul antécédent une obésité morbide et qui présentait une douleur thoracique avec détresse respiratoire, des signes de lutte. Et en fait, pour mon collègue, ça a nécessité vraiment l'intervention du SMUR. Et sur des défaillances de communication, des malentendus entre mon collègue et le médecin régulateur. Et c'est l'ambulance qui a été envoyée. Et malgré l'insistance de mon collègue, et en fait, ça s'est mal terminé. Et nous, on étudiera vraiment la communication entre ces deux médecins et voir ce qui n'a pas été efficace, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la théorie et sans rentrer dans le détail concernant la communication. Donc pour simplifier, la communication, c'est un émetteur, donc l'auteur qui envoie un message au récepteur qui est le destinataire. Pour cela, il utilise un canal. Le canal, c'est le mode de transmission, donc ça peut être oral, écrit, visuel. Les bruits, les interférences, c'est tout ce qui va venir perturber cette transmission. Donc ça peut être les parasites dans la communication radio, ça peut être les bruits dans la rue, ou quand on est chez un patient, ça peut être la télé qui est allumée, ou les proches qui parlent en même temps alors qu'on est au téléphone avec le médecin régulateur. Donc il faut essayer de les limiter. Le feedback, c'est le fait de vérifier la bonne compréhension du message. Donc c'est le récepteur qui reformule. Le message est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. On comprend bien qu'il faut qu'ils utilisent le même code, la même langue pour pouvoir se comprendre. Et même si on limite le bruit, qu'on utilise le même code, qu'on fait tout bien, il y a la communication, c'est très complexe. Et il y a notamment les biais cognitifs qui vont venir perturber la communication. C'est quoi un biais cognitif? C'est un schéma de pensée inconscient le plus souvent qui est trompeur ou faussement logique. En fait, c'est des mécanismes rapides et intuitifs
de jugement sans prendre en compte l'ensemble des informations. Les auteurs en dénombrent plus de 250 et il faut essayer d'avoir en tête les plus fréquents pour limiter leurs effets. On va étudier trois biais qui sont très très présents en médecine. Premièrement, le biais d'ancrage. En psychologie, le terme ancrage signifie rester figé sur sa première impression. Et en fait, on va se focaliser sur les premiers éléments et quels que soient les arguments, les éléments avancés par la suite, on va s'accrocher à cette première impression, à ces premiers éléments. Et c'est par exemple très utilisé dans les entreprises, comme par exemple pour les négociations où on va définir un premier élément, un premier chiffrage, et après toute la discussion va se faire autour. Donc ça va être vraiment ancré sur ce premier chiffre. Pour illustrer ça en médecine, on peut prendre l'exemple d'un patient alcoolique chronique qui se présente aux urgences avec une épigastralgie qui se tord de douleur et qui nous rapporte qu'il a eu 3 pancréatites aiguës dans l'année. Ben, on va se dire que le diagnostic il est évident, il refait une pancréatite aiguë et pour nous tout est fait quoi. Le biais qui découle un peu du biais d'ancrage, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est ancré dans notre tunnel, on rassemble bien les informations, mais on les interprète de façon très, très subjective. On cherche préférentiellement, ou en tout cas on surexploite ce qui va dans le sens de notre croyance, de notre préjugé. Et la réciproque, c'est ce qu'on peut appeler de façon un peu vulgaire le biais d'autruche, c'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte, qu'on ne va pas chercher les arguments qui vont contredire notre hypothèse de départ. Si on prend l'exemple du patient avec son épigastralgie, et ben, même s'il nous dit qu'il a pas bu une seule goutte d'alcool depuis 3 mois, on va pas forcément le croire, même si il nous dit que la douleur est pas la même que d'habitude, on va pas forcément chercher à creuser, et pareil, on va pas forcément chercher s'il y a une intoxication tabagique en plus, et on peut passer à côté de diagnostics graves comme par exemple on va pas forcément faire d'électro et on peut passer à côté d'un syndrome coronarien inférieur quoi. Enfin, un autre biais qui est très présent, c'est le biais de réminiscence. C'est en fait sous l'impact émotionnel d'un souvenir qui nous a beaucoup marqué. On va rapporter les situations qu'on va vivre par la suite à ce cas marquant. Et par exemple, dans mon cas, après ce diagnostic de dissection aortique, dès que j'avais des douleurs abdominales, avec ou sans forcément douleur thoracique, je pensais tout le temps à la dissection et j'ai sans doute dirigé des patients un peu en accès aux urgences pour éliminer le diagnostic. Maintenant, on va rester dans la pratique et faire vraiment des ponts entre le médical et l'aérien. Donc, on va prendre trois situations réelles que j'ai pas vécues forcément. En fait, la plupart, ils sont tirés de ce livre qui est écrit par Jérôme Cross, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Limoges et qui s'occupe également du centre de simulation. Donc c'est l'occasion pour vous dire que on n'est pas les seuls à faire des ponts entre l'aérien et la médecine et qu'il y a d'autres médecins, d'autres pilotes, d'autres spécialistes qui sont penchés sur la question. Et je vous invite vraiment à lire ce petit livre qui reste vraiment dans la pratique. Il s'intitule Mieux communiquer entre soignants. Alors
Le premier cas, c'est une patiente de 40 ans sans antécédent particulier qui a une chirurgie ORL programmée. L'anesthésie préopératoire se passe sans particularité. Donc le jour de l'opération, l'anesthésiste commence à passer les drogues. La patiente passe en apnée, ce qui est tout à fait classique. Il essaie de poser un masque laryngé à plusieurs reprises, mais il n'arrive pas. La patiente commence à désaturer un petit peu, donc il essaie de ventiler au masque avec ballon dans le but de lui apporter de l'oxygène. Mais pareil, malgré plusieurs essais, c'est l'échec. Donc il décide d'approfondir l'anesthésie pour réaliser une intubation orotrachéale, toujours dans le but d'oxygéner rapidement la patiente. Mais pareil, il n'arrive pas, c'est impossible. Donc on appelle du renfort, il y a un autre anesthésiste qui arrive, il y a des infirmiers en plus, mais malgré leur aide, l'intubation reste impossible. Donc on est dans une situation rare de intubation impossible et également ventilation impossible avec une hypoxie qui dure. Donc c'est une situation d'urgence vitale avec nécessité d'une trachéotomie en urgence, mais c'est pas identifié comme tel par l'équipe. Donc finalement, la patiente est transférée en salle de réveil, mais entre le début de l'anesthésie et ce transfert, il s'écoule environ 35 minutes. Et pendant ces 35 minutes, la patiente est restée en hypoxie sévère et c'est trop long, donc il y a des séquelles cérébrales hypoxiques majeures et finalement la patiente ne se réveille pas et décède 15 jours plus tard. Donc il y a eu une enquête qui a été menée et quand on analyse la situation, en fait il y a une infirmière qui très tôt dans la prise en charge dès la 10e minute dit qu'il y a le kit de trachéotomie qui est disponible. Et en fait elle dit ça parce qu'elle est convaincue que c'est ce qu'il faut faire. Mais en fait, elle s'est sentie ignorée et elle n'a pas su se faire entendre par l'équipe médicale. Et ce qui est intéressant, c'est que les médecins, eux, ils rapportent qu'ils n'ont pas reçu l'information. En fait, ils étaient dans le stress et pour eux, ils n'ont pas reçu l'information parce que l'infirmière a peut-être pas assez insisté et elle savait pas comment insister justement. Donc, je laisse Julien décortiquer, analyser cette situation. Donc, merci Mathie. Donc, effectivement, hein, on est dans un cas, je dirais, assez classique où on a une notion de gradient hiérarchique, de regard de ses collègues. C'est vraiment la notion de savoir exprimer son doute, savoir exprimer son désaccord. Et je pense qu'on a tous eu rencontré de près ou de loin une situation où on n'était pas forcément d'accord, on avait un doute sur ce qui se passait, on n'était pas à l'aise avec la décision, la tournure des événements, mais pour X ou Y raison, on n'a rien dit, on a suivi le mouvement et ça nous a laissé un petit goût amer et finalement on s'est dit la prochaine fois, peut-être que je ferai différemment. C'est une situation assez classique en travail en équipe, en équipage pour le secteur de l'aérien. Et ça a été très rapidement identifié, et notamment, c'est ce qui peut se passer dans des cockpits où peut y avoir des gradients hiérarchiques forts entre un commandant de bord, un ou des copilotes, des gradients qui se creusent par l'expérience, la position sociale, hiérarchique dans la compagnie, le fait d'être instructeur, formateur, etc. Et donc, au cours de nos formations, de nos entraînements récurrents, annuels, on est très tôt sensibilisé à des techniques de communication. Et l'idée ici, c'est de vous en parler d'une en particulier qui s'appelle l'assistance progressive. Et j'y reviendrai un peu plus en détail, de manière un peu appliquée. Et pour ça, je vais reprendre un accident célèbre. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Il est tristement célèbre parce qu'en fait, c'est l'accident de Tenerife qui est à ce jour l'accident le plus meurtrier de l'histoire du transport aérien.
Et je vais synthétiser rapidement ce qui s'est passé et m'attacher à un détail de communication qui a été contributeur à cet accident. Comme souvent, hein, un accident aérien, ce n'est pas une cause, ce n'est pas un élément, ce n'est pas seulement la communication, c'est multifactoriel. Il y a la météo, l'humain, le technique, des facteurs externes, etc. Mais souvent, c'est vrai, les facteurs humains sont un facteur contributif aux accidents. Et là, il y a une dimension particulière qui a contribué. Donc, Tenerife, ça se passe au sol, sur un aéroport. C'est deux avions, deux 747, un de la Panam et un de KLM. Et il y a l'avion de la Panam qui roule, on appelle ça taxi, sur une piste. Et l'autre avion de KLM qui a cru être autorisé à décoller, qui décolle et qui rentre en collision avec l'autre avion de la Panam. Et en écoutant les bandes audio, encore ces fameuses bandes audio, on découvre que dans le cockpit de l'avion KLM, donc qui a décollé, il y a un des deux, à l'époque, il y avait sur ce genre d'avion, il y avait un mécanicien navigant. Donc, il y avait un commandant de bord, un copilote et un mécanicien navigant. Et il y a le mécanicien navigant qui timidement émet un doute et dit mais on est bien, et on l'entend très discrètement dans le fond de la bande sonore et qui dit mais est-ce qu'on est bien autorisé à décoller? Le copilote dit rien et le commandant de bord ne répond même pas. Et quelques secondes plus tard, il y a l'annonce take-off, décollage, qui retentit et il y a le décollage. Et donc là, de la même manière, comme l'infirmière avec cette trachéotomie, le doute était visiblement présent par au moins un des trois membres d'équipage, mais il n'a pas été suffisamment marqué, insistant, peut-être aussi pas suffisamment et probablement pas suffisamment écouté. Toujours est-il que voilà, le résultat, c'est dans la prise de décision, c'est qu'il y a eu la décision de décoller. L'assistance progressive, c'est quoi? C'est finalement une façon de pouvoir manifester son idée, son doute, son désaccord de manière progressive. Il y a plusieurs étapes. Souvent, ça se décompose en étapes assez classiques. La première, c'est informer. La deuxième, on pourrait dire reformuler. Ensuite, on va suggérer, on va critiquer jusqu'à imposer. Et dans notre cas, appliquer au pilote, c'est reprendre les commandes. Et appliquer à ce cockpit du KLM, informer, c'est finalement ce qu'a fait l'officier mécanicien navigant. C'est-à-dire, on est autorisé là à décoller. Reformuler, c'est vous êtes sûr qu'on est autorisé à décoller en s'adressant directement à ses collègues. Suggérer, ça va être, on peut faire reconfirmer auprès du contrôle aérien qu'on est bien autorisé à décoller parce que ça prend 2 secondes et ça peut être redoutablement efficace. Critiquer, ensuite, ça va être dire non, mais là, si on décolle sans être autorisé, ça peut être extrêmement dangereux et les conséquences peuvent être très graves. Imposer, ça va être dire moi, je refuse de décoller dans ces conditions. Et reprendre les contrôles, ça va être je prends moi-même les manettes de décollage et je les mets en position qu'on appelle idle, réduite, pour ne pas décoller, aller jusqu'à physiquement empêcher l'action. Et donc, c'est des techniques de communication pour formaliser, verbaliser son désaccord. Alors, bien sûr, ces techniques, on les entend une fois. Si on ne les a pas intériorisées, si on n'y a pas réfléchi, cogité, on se dit, bah voilà, dans une situation qui ressemblerait à ça, je pourrais utiliser ça. Et la prochaine fois que ça arrive, je m'exprime, je signifie, j'utilise cette technique. Parce que l'entendre une fois comme ça autour d'une table ou d'un webinar, ça reste quand même difficile de la mettre en application derrière. Ça demande vraiment un effort d'appropriation. Et c'est pour ça que dans les programmes d'entraînement récurrents des pilotes qui sont annuels, et ça se passe en salle de formation, ça se passe en simulateur, ça se passe en vol, où on a des entraînements, des contrôles, des tests, on est évalué et on est suivi à travers différentes dimensions. Et ces dimensions, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on pourrait se dire c'est du pilotage, c'est l'utilisation de l'avion, la connaissance de l'avion. Et au final, on se rend compte que ces compétences techniques sont moins importantes en nombre que les compétences non techniques sur lesquelles on est évalué. C'est-à-dire les facteurs humains ont une place prépondérante comparée aux compétences techniques. Et ces compétences non techniques, ces compétences facteurs humains, ça va être
le travail en équipage, la communication, la prise de décision, la gestion de la charge de travail, la conscience de la situation. Et c'est autant de compétences qui sont travaillées parce que à travers tous ces retours d'expérience et ces analyses d'accidents, on se rend compte que ce sont pas seulement, bien sûr, mais les facteurs humains qui ont un vrai rôle contributeur à ces accidents. À toi la parole pour ce deuxième exemple, Mathie. Le deuxième exemple dont je vais vous parler, où la communication a été défaillante, ça se passe dans un service de maternité. Il y a un arrêt cardiaque chez un nouveau-né. Donc la sage-femme appelle tout de suite le pédiatre de garde en lui disant venez vite, il y a un nouveau-né en arrêt cardiaque. Là, pour la pédiatre qui passe le plus clair de son temps en salle de naissance, c'est forcément là que ça se passe. Donc il descend rapidement en salle de naissance, mais il trouve pas le bébé en arrêt et finalement il le trouve quelques minutes plus tard en suite de couche en maternité. Donc en fait, dans la précipitation, la sage-femme a oublié de préciser le lieu. Parce que pour elle, c'était évident, mais en fait, c'est des éléments indispensables qu'on ne doit pas oublier dans ce genre de situation. Mais ça peut arriver parce que justement, on n'a pas d'outils pour pouvoir les garder toujours en tête. Donc là, on est dans une situation également classique où sous urgence, sous pression temporelle, la communication est rendue moins évidente. C'est des situations qui peuvent arriver dans un avion également, et notamment dans les situations d'urgence, dans des situations de panne lourde. Et il y a une situation qui est particulièrement, on dit time critical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour réagir et adresser la situation, c'est le feu non contrôlé dans un avion. Il y a plein de moyens d'éteindre le feu dans un avion, mais ces moyens peuvent ne pas marcher si le feu est localisé à certains endroits, sur certains types de feux, etc. Et statistiquement, les feux non contrôlés dans un avion, on a une vingtaine de minutes sur un avion de ligne pour se poser sur un aéroport s'il y en a un dans les parages. Sinon, c'est se poser dans un champ, amérir. Ce sont des situations qui sont déjà produites dans l'histoire du transport aérien. Et donc, quand on a 15-20 minutes pour traiter une panne, décider de sa trajectoire, préparer l'avion, mais aussi informer la cabine. Et pour informer la cabine, il faut passer par nos collègues hôtesses ou stewards, chefs de cabine. On a peu de temps pour distiller un message, faire passer un contexte et surtout être sûr que ce message soit bien reçu et que les actions derrière seront bien réalisées. Parce qu'il faut préparer la cabine et les passagers pour un atterrissage d'urgence et derrière une évacuation. Et donc, il y a des aides cognitives, des messages préstructurés qui ont été créés dans le domaine de l'aérien, qui peuvent prendre différentes formes, différents acronymes, mais le principe est le même. Et je vais vous parler d'une structure de message qui s'appelle le NITS. N, c'est pour la nature des événements rencontrés. Le I, c'est pour l'intention, ce qu'on souhaite faire. P, c'est pour donner une dimension de temps restant pour pouvoir réaliser ces actions. Et S, c'est les actions de sécurité attendues. Donc, un commandant de bord, quand dans une situation d'urgence, va s'adresser à son ou sa chef de cabine et en quelques secondes va lui dire écoute, la nature des événements, on a un feu à contrôler à l'arrière de l'avion. L'intention, c'est de retourner se poser à Charles de Gaulle, dont on vient de décoller. Le temps, c'est un retour que j'estime en 10 minutes. Dans 10 minutes, on sera posé. Et en termes de sécurité, j'attends de toi que tu réalises une préparation de cabine de phase 3. Et de manière structurée, avec cet acronyme, le commandant de bord sur une situation de charge de travail très importante et de stress sera en mesure, grâce à cet outil, de pouvoir s'assurer de donner les informations les plus importantes. Le troisième
cas médical tiré également du livre de Jérôme Cross. C'est un patient qui arrive en état de choc septique aux urgences avec une péritonite. Donc l'urgentiste appelle l'anesthésiste au bloc en lui disant j'ai un patient en choc septique avec point de départ digestif, je pense qu'il faut lui mettre Rocephin, Flagyl, Ginta. Est-ce que tu es d'accord? L'anesthésiste qui lui répond OK, je suis d'accord. L'urgentiste qui lui dit est-ce que je peux te l'envoyer de suite parce qu'il est un peu instable. L'anesthésiste qui lui dit OK, d'accord, le bloc est disponible, tu peux l'envoyer de suite. Donc tout le monde a l'impression d'avoir bien fait les choses et après la chirurgie, l'infirmière de réanimation reçoit le patient, appelle l'anesthésiste pour savoir à quelle heure l'injection d'antibiotiques a été réalisée. L'anesthésiste lui répond que ça a été réalisé aux urgences. En appelant les urgences, l'urgentiste lui dit que ça a été réalisé au bloc opératoire. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une incompréhension et que les antibiotiques qui étaient essentiels dans la prise en charge n'ont pas été injectés. Et ces situations, on les a tous rencontrés. Tout le monde est tout le temps au téléphone à l'hôpital à demander des avis, à communiquer. Et au final, on se rend compte qu'on n'a jamais eu de formation dessus. On est dans un cas où, dans la situation de communication, il y a une ambiguïté. Il y a des sous-entendus, des choses qui ne sont pas explicitées et qui créent de l'imprécision dans le langage et qui créent des malentendus, des actions non réalisées. Ah, je pensais que c'était toi qui allais le faire, moi je pensais que c'était toi. Au final, personne ne l'a fait. Il y a un grand principe dans l'aérien en communication et particulièrement en communication entre les avions et le contrôle aérien, c'est le principe de collationnement, readback en anglais. Le collationnement, c'est quoi? C'est s'assurer que ce que je viens de te dire, tu l'as bien compris et tu n'as pas compris quelque chose de différent. Et finalement, quand un contrôleur aérien va donner des instructions à un avion, tourner au cap 180, monter à l'altitude 12 000 pieds, etc. Si l'avion, au lieu d'avoir compris 180, il comprend 280, si au lieu de 12 000 pieds, il comprend 22 000 pieds, et l'action de l'avion peut être dommageable vis-à-vis d'autres avions. Si au lieu de tourner à droite, je tourne à gauche et à gauche, il y avait un autre avion, on se rend compte rapidement des problèmes que ça peut poser. Si on me dit de monter à 12 000 pieds, en fait, je monte à 22 000 pieds, c'est-à-dire beaucoup plus haut, et qu'en fait, au-dessus, il y avait d'autres avions qui passaient, on se rend compte des problématiques que ça peut poser. Donc, quand un contrôleur aérien dit à un avion « monter à 12 000 pieds », l'avion va répondre « je monte à 12 000 pieds ». Et comme ça, le contrôleur aérien est certain que l'avion a bien compris et il répète la même chose. Et si jamais l'avion dit « je monte à 22 000 pieds », le contrôleur le reprendra et dira « je vous confirme, c'est bien une autorisation pour monter à 12 000 pieds », jusqu'à ce que l'avion répète la bonne clairance. Et voilà, c'est vraiment le principe de base du collationnement. Et pour vous illustrer ça, je faisais un vol vers Montréal il y a quelques mois et j'ai pu assister, parce que sur la fréquence radio, on entend tous les avions parler avec le contrôleur, un autre avion qui est autorisé à monter à 11 000 pieds, collationne 15 000 pieds, mais cette fois n'est pas repris parce que le contrôleur aérien avait une charge de travail importante, beaucoup d'avions sur la fréquence, etc. Il n'a pas entendu le mauvais collationnement de l'avion. L'avion est monté à 15 000 pieds et ça s'est fini par des manœuvres d'évitement entre deux avions. Donc, c'est vraiment un principe important pour bien s'assurer que le message est bien passé, les actions sont bien réparties, seront bien effectuées. Donc, voilà pour ces parties un peu cas appliquées. Bien sûr, c'est une vision un peu webinar et notamment via les bandes audio, l'étude de cas, l'idée, c'est de pouvoir aller plus en profondeur, mieux comprendre, mieux s'approprier ces outils, les approprier en les utilisant à travers des jeux de rôle. C'est vraiment ce qu'on propose pendant cette journée. Et maintenant, et je vois qu'en plus le timing avance, je vous propose de passer à un temps de conclusion.
Et je laisse la parole à Massi qui va revenir sur finalement son témoignage de la situation qu'il a pu rencontrer dans sa prise en charge de douleur thoracique qu'il nous a partagé en début de session. Et en se posant cette question, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment dans cette situation? Donc, on va reprendre le cas de départ à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, de tout ce que Julien nous a expliqué. Et donc, premièrement, il est très important que chacun s'identifie. Et par exemple, maintenant au SAMU, qu'on devrait plutôt appeler le SAS, le service d'accès aux soins, il y a les médecins régulateurs SMURistes et les médecins régulateurs généralistes. Et ils n'ont pas du tout les mêmes compétences ni le même champ d'activité. Donc c'est toujours très important de savoir à qui on parle. Et j'ai une situation que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps qui illustre bien ça. En fait, c'était une intervention en EHPAD pour une plaie du crâne chez une patiente âgée qui n'avait pas d'anticoagulant ni d'antiagrégant. Donc, il y a une visite qui devait être assez simple. J'étais avec mon interne. Donc, elle commence à réaliser les points de suture. Et en fait, elle tombe manque de bol, sur une artériole et il y a un saignement en jet important qui se produit. Donc, on a eu beau essayer de comprimer, de refaire des points dessus, de faire des points en croix, on n'arrivait pas à arrêter le saignement. Donc, la patiente commençait à devenir un peu palote. La tension est passée de 12 à 9 de systolique. Donc, j'ai appelé le SAMU pour avoir une ambulance rapidement. Donc, ils ont envoyé l'ambulance. Il commençait à y avoir un petit peu de monde dans la salle avec un petit peu de brouhaha. Les ambulanciers sont arrivés. Et en fait, je me suis présenté, mais peut-être pas de façon assez claire. Et en fait, l'ambulancier a commencé à reprendre tout l'histoire, à reprendre les constantes, alors qu'on venait juste de les prendre, à vraiment aller en détail. Donc, et je lui ai dit que la lettre était faite, que j'avais eu le médecin régulateur et qu'il fallait aller aux urgences rapidement. Mais il a mal pris les choses. Il commençait à s'énerver, à dire de pas le perturber dans son travail, que chacun doit rester à sa place, qu'il est responsable du patient. Donc je voyais que le ton commençait à monter, il s'énervait un petit peu. Donc je me suis dit peut-être mieux rien dire et il va peut-être accélérer les choses. Mais finalement, les choses traînaient. Il commençait à demander les antécédents, la famille, enfin tout prenait du temps. Donc, je commençais à m'énerver un petit peu en lui disant, et quand il y a un médecin sur place et un ambulancier, c'est sûr que c'est le médecin qui a la responsabilité. Et en fait, dès que j'ai prononcé le mot médecin, il m'a regardé, il s'est excusé et il m'a dit qu'il pensait que j'étais un infirmier de l'EHPAD. Donc, il n'y a pas eu de conséquences dans la prise en charge, à part une perte de temps qui aurait pu avoir son importance, quoi. Deuxième point important, c'est de définir un objectif et de le verbaliser. Et ce que j'aurais sans doute dû faire, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer à directement parler de mon cas, j'aurais dû dire au médecin régulateur que j'étais dans une situation complexe, dans un état de stress et que j'avais besoin de son aide pour m'aiguiller et que en fait je l'appelais pas juste pour le mettre au courant de l'ambulance. Même si je l'ai verbalisé après, je pense que le verbaliser en amont, ça peut être très important. Troisième élément, c'est d'essayer d'utiliser toujours une méthode structurée justement pour pouvoir s'en sortir dans des situations complexes de stress. Et il y a le SBAR, ça aide en français, qui a été validé par l'HAS et qui a même montré dans les études une diminution de la mortalité dans les prises en charge.
Ensuite, je mentionne, Massy, que là, on l'a noté sur cette slide, c'est le concept du FORDEC, et avant, il y avait la phraséologie, la standardisation. On a toute une boîte à outils de normes, hein, c'est même au-delà des bonnes pratiques, c'est des normes de l'aérien qui vont dans ce sens-là et dont on parle dans cette formation et qu'on utilise. Et le FORDEC, c'est un outil utilisé pour prendre des décisions en situation d'urgence qui permet de, malgré la pression, de garder d'essayer en tout cas, de garder le plus de rationalité possible, d'être factuel, d'évaluer ses options et de prendre une décision. Et voilà, j'en dis pas plus, mais ça fait partie du contenu de la formation aussi. Ensuite, ce qui est important, c'est que même si on a utilisé une méthode structurée, qu'on a bien présenté son patient, il y a toujours des zones d'ombre. Donc, il faut pouvoir discuter, échanger jusqu'à comprendre la même chose. Donc, pour cela, il faut que les interlocuteurs ils se sentent libres de se poser des questions et notamment pour le médecin sur place, faut pas qu'il se sente agressé quand il y a des questions qui sont posées. Et en fait, ça permet d'effacer les doutes. Et ça, clairement, on l'a pas du tout réalisé dans l'échange qu'on a eu. Autre point important, c'est de savoir exprimer son désaccord. Et ça rejoint l'assistance progressive dont nous a parlé Julien. Par exemple, si on veut un SMUR et pas une ambulance, il faut savoir insister et de plus en plus parce qu'on est sur place, donc on a forcément un peu plus d'éléments que le médecin SMURiste. Autre élément très important, c'est de fermer la boucle de la communication. Donc ça aurait pu éviter le malentendu sur l'ambulance. C'est-à-dire que quand il m'a dit OK pour l'ambulance, en reformulant, j'aurais pu dire donc si je comprends bien, j'annule l'ambulance privée et vous envoyez l'ambulance du SAMU. Et de son côté, lui aussi, il aurait pu demander une fermeture de boucle en me demandant est-ce que vous avez bien compris la prise en charge, la suite des événements. Et ça rejoint le collationnement dont nous a parlé Julien. Super, merci Massy. Et enfin, pour conclure, on trouve ici de manière un peu synthétique et ramassée le contenu de la journée de formation qu'on propose avec un temps d'échange autour du témoignage de Massy en guise d'introduction, un temps dédié vraiment à la prise en charge des douleurs thoraciques, ce dont on n'a pas, voire peu, voire pas parlé aujourd'hui. Tu veux nous en dire un mot peut-être, Massy, sur ça? Oui, on va se concentrer sur la prise en charge des douleurs thoraciques en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va pas aborder ou très peu la prise en charge hospitalière parce que je suis pas le mieux placé pour parler de ça. Et donc on va essayer de voir les éléments importants à rechercher à l'interrogatoire, l'examen clinique à effectuer, notamment avec le CG et les examens complémentaires pour bien appréhender ce motif qui est toujours compliqué à prendre en charge et où on a toujours un doute. Même quand le patient part chez lui, on a toujours un doute sur ce qui va se passer et comment avoir des outils, des éléments pour bien prendre en charge ça. Ensuite, une partie sur la communication où, au-delà des concepts qu'on a un peu mentionnés, effleurés aujourd'hui, où l'idée c'est de pouvoir se rendre compte de la puissance des biais de communication à travers des situations et un jeu de rôle. Et l'après-midi, une partie autour de l'écoute de bande. On en a parlé, j'y reviens pas avec le cas aérien et le cas médical. L'idée, c'est de fonctionner par demi-groupes pour ces formations et d'avoir un temps de mise en commun. Une partie vraiment à proprement parler, où là, on approfondira ce regard croisé entre l'aérien et la médecine, et un temps de synthèse où on parlera des bonnes pratiques et des outils, que ce soit
très en lien avec la douleur thoracique ou très en lien avec la communication pour pouvoir repartir avec un petit bagage en fin de journée. Donc voilà, on est ravis d'avoir pu vous présenter ces éléments avec Massy et on vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. Merci Massy, merci Julien. Ce soir, le taux d'attention a quand même été exceptionnellement élevé. Je pense qu'on a tous bu vos paroles. Pour ma part, en tout cas, les situations étaient vraiment très parlantes. Donc, je vous propose à tous, si vous souhaitez approfondir le sujet avec nos deux experts, des sessions vont vous être proposées tout au long de l'année. Donc, 5 sessions sur l'année 2024. Et la prochaine, c'est le 28 mai et elle aura lieu à Brest. Donc, on va vous envoyer dans le chat le lien vers les différentes sessions. Comme ça, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et pourquoi pas vous inscrire directement. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire ce soir. Je remercie encore une fois Massy et Julien, nos deux experts de ce soir, d'avoir accepté l'exercice qui n'est pas forcément facile du webinaire. Et je vous informe tous que vous allez recevoir le lien pour le replay d'ici le début de la semaine prochaine, ainsi qu'un mail de remerciement et les documents utilisés lors de ce webinaire. N'hésitez pas également à aller laisser un avis sur la soirée via l'enquête de satisfaction. Et si vous avez des idées ou des envies de webinaire, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.